Le phénomène bébé noir prend de l'ampleur finalement dans notre pays. Hier, c'était le vol des sacs dans les marchés. Ensuite, les agressions de tout genre. Aujourd'hui, on assiste même aux agents de force de l'ordre qui se font agresser par des bébés noirs. Demain, ça sera peut-être aux membres du gouvernement. Donc, M. Thierry Mongala pourrait être demain victime de ce phénomène bébé noir. Monsieur le ministre, ce qu'on ne sait pas, voilà. Monsieur le ministre, 10 ans après l'apparition de ce phénomène bébé noir, quelle est la politique nationale stratégique du gouvernement face à ce phénomène bébé noir? Par exemple, sur le volet judiciaire, est-ce que le gouvernement a-t-il soumis un projet, par exemple, de création d'un code pénal mineur? Bon, vous dites, et heureux vous qui arrivez à dater le moment auquel ce phénomène est apparu, vous dites 10 ans, on va dire que ce genre de phénomène s'installe malheureusement parfois de manière imperceptible, de manière, entre guillemets, presque inoffensive, de manière glissante, de manière imperceptible. Eh bien, tout cela suppose des réponses que j'ai évoquées tout à l'heure. Vous avez parlé de stratégie. Je ne sais pas si vous étiez à l'antenne au moment où j'ai parlé avec Lévan tout à l'heure et de tous ces phénomènes. J'ai indiqué quelle était la politique, quels étaient les principes et quels étaient les éléments principaux de cette politique, avec un volet répressif évident, nécessaire, et un volet réinsertion ou insertion. J'ai évoqué donc tous ces aspects. Il faut y ajouter, puisque nous avons parlé, c'est la marquise de Vinza qui l'a indiqué, nous avons parlé aussi de la nécessité de rééduquer, de sensibiliser les élèves avant qu'il ne soit trop tard, etc., etc. Il faut savoir également qu'il y a des phénomènes assez inattendus qui aggravent cette situation. Un exemple récent qui est passé dans les médias, que nous avons tous suivi, une famille, apparemment avec 2 clans à l'intérieur de la famille, avait manifestement des problèmes de conflits terriens. Et chacune des familles, voulant régler les comptes à l'autre partie de la famille, a décidé de recourir au service de bébés noirs qui étaient utilisés comme des mercenaires quasiment. Eh bien, ce phénomène montre bien qu'il y a aussi une responsabilité parentale, une responsabilité sociale, une responsabilité multiforme. Là également, il y a eu d'abord une réponse répressive immédiate, parce que ces gens se battaient à proximité d'une base de la garde républicaine. Eh bien, mal leur en a pris, puisque la garde républicaine est intervenue. Mais vous voyez la complexité du phénomène. Il faut y ajouter, parce que vous parlez du code pénal, il y a des projets de refonte de nos différents codes. J'en ai parlé récemment avec le ministre de la Justice, éléments parmi lesquels il y a la nécessité de prendre en compte un certain nombre de nouveaux phénomènes de délinquance qui n'ont pas jusque-là, dans notre code qui remonte à près d'une 60aine d'années, me semble-t-il, qui n'étaient pas prises en compte à l'époque. Il y a aussi des infractions qui n'existaient pas à l'époque et qui doivent être prises en compte en tenant compte de l'arrivée du numérique et de tous les phénomènes liés à ces technologies. Ce code, puisque je vous ai dit que j'en ai parlé avec mon collègue, est aujourd'hui en train d'être élaboré. Il y a des mécanismes qui doivent conduire à ce qu'il soit adopté par le gouvernement en bout de parcours et soumis à l'examen du Parlement ensuite. Ces mécanismes conduisent à l'intervention d'un certain nombre de partenaires absolument nécessaires, jusqu'à la Cour suprême, qui doit quand même donner un avis, parce qu'il s'agit d'un élément essentiel en matière pénale. Vous savez comme moi que le droit pénal est un droit fondé sur la légalité. On n'invente pas des infractions
sans qu'elles n'existent dans les textes, et on ne peut pas les réprimer s'il n'existe pas un quantum de ces peines. Eh bien, tout cela est aujourd'hui soumis à notre examen, c'est-à-dire celui des pouvoirs publics, et nous aurons, on l'espère en tout cas bientôt, un nouveau code pénal qui prendra en compte tous ces éléments et tous ces phénomènes nouveaux. La stratégie, c'est tout cela, M. Golo. C'est l'ensemble des moyens que l'État se donne pour protéger la société, protéger les institutions, protéger les fondements du vivre ensemble. Et donc voilà, si vous me posez la question sur la stratégie, elle englobe tous ces leviers, elle englobe tous ces outils. Merci, Monsieur le Ministre. Monsieur le Ministre, l'insécurité étant un phénomène, un sujet d'actualité, je voulais dire, dans nombreux pays. Par contre, en France, par exemple, sur une population de 68 millions d'habitants, la police compte près de 150 000 agents dans son effectif, donc ce qui laisse un ratio de 0,20%. Par contre, au Congo-Brazzaville, Monsieur le Ministre, quel est le ratio police-habitant? Tout en sachant que oui, le ratio police-habitant est très important pour faciliter le processus, notamment de recrutement des agents de force de l'ordre et également la politique d'affectation. Sinon, on ne saurait pas sur quelle base on procéderait au recrutement, étant donné que la police n'est pas un service qui est réduit, enfin, qui se réduit à la réduction du taux de chômage, mais à recruter tant que besoin. Merci. Bon, ben, le besoin, moi, je n'ai pas la réponse chiffrée exacte à ce ratio-là. Je ne suis, Dieu merci, pas un singe savant capable de répondre à toutes les questions et à tous les chiffres pointus. Je pourrais toujours vérifier et vous faire parvenir l'information. Ce que je constate, c'est qu'il y a un recrutement, comme vous le savez, qui a été fait à la police, dont on attend effectivement la publication, la finalisation. Je crois même d'ailleurs que la publication a été faite. On ne recrute pas, Monsieur Golo, chez nous, on ne recrute pas, comme en France et comme ailleurs, s'il n'y a pas un besoin. Il ne s'agit pas de transformer la police ou les services compétents, gendarmerie et autres, en une sorte de procédé pour insérer économiquement un certain nombre de jeunes qui seraient au chômage. Il y a d'abord des besoins. Et ça, ces besoins-là sont effectivement, à travers ce type de recrutement périodique, sont comblés. Il y a manifestement la nécessité pour certains départements, certains districts de notre pays d'avoir davantage d'effectifs de police et de gendarmerie, et ces recrutements obéissent à cela. Il ne s'agit pas de transformer ces services stratégiques importants régaliens en une sorte de réservoir à réinsertion ou insertion socio-économique. Il y a des besoins, et ces besoins, une fois le recrutement effectué, l'étape suivante, c'est leur affectation à une zone de gendarmerie ou à une zone de police qui nécessite le recours à ces personnels. Il y a donc nécessité de le faire. Je vous trouverai ce ratio dont vous parlez, mais ces recrutements sont faits sur une base scientifique. Monsieur le ministre, dans ce cas, à quand les états généraux des assises sur l'insécurité au Congo-Brazzaville? Bon, ben là, vous faites une suggestion, je la transmettrai à mes collègues, hein, tous ceux qui sont en charge de ces questions de sécurité. C'est une initiative qui peut être prise par le gouvernement, pourquoi pas. Mais le but, c'est pas d'employer des mots qui pourraient nous faire plaisir, parce qu'on se dirait, qui dit états généraux, dit donc solution au bout du compte. Le but, c'est de partir d'abord d'une réalité, qui est celle, effectivement, du besoin de sécurité de nos compatriotes. Ce besoin de sécurité implique la mise en œuvre d'une politique de répression avec des effectifs suffisants, implique tous les mécanismes qu'on a évoqués sur la politique pénale, parce que tout ça est lié, implique tout ce que nous avons dit sur la politique d'insertion ou de réinsertion socio-économique, et donc ça peut être fait au jour le jour,
dans l'action quotidienne du gouvernement, sans forcément qu'on recourt à des états généraux qui parfois dramatisent parce qu'on créerait un cadre qui donnerait l'impression qu'il y a une sorte de sauve qui peut et que le gouvernement jusque-là ne faisait rien, que les pouvoirs publics ne faisaient rien. Je transmettrai la suggestion à mes collègues, mais on prend ce genre d'initiative où on rassemble des compétences, on rassemble des expertises, si au bout du compte, nous débouchons sur une accélération de cette politique. Donc je transmets, mais est-ce que ça accélérera les choses? Je ne sais pas. Monsieur le ministre, Monsieur le ministre, il me semble qu'il est important que les techniciens, que les médecins, que les psychologues, que toutes ceux qui peuvent se rassembler autour de la question de la sécurité puissent s'asseoir afin d'échanger et trouver le mécanisme adapté pour mettre fin au phénomène bébé noir. Merci, monsieur le ministre. Mais ce n'est pas seulement le phénomène bébé noir, mettre fin à la montée d'une certaine forme de criminalité. Et à le dire, ça laisserait supposer qu'il y a à ce stade, au moment où nous parlons, un gouvernement qui aurait son couloir, qui ne recourrait à aucune sorte de compétence, qui aurait des œillères qui l'empêchent de regarder le côté éducatif, le côté éventuellement sanitaire, le côté purement juridique, le côté réinsertion socio-économique. Non, tout cela est un tout. Si ça doit prendre la forme d'états généraux, comme vous l'avez dit, pourquoi pas? Je ne m'oppose pas à cette idée. Je dis simplement que c'est un phénomène multinodal, un phénomène complexe, qui est déjà, au moment où nous parlons, appréhendé par ces mécanismes gouvernementaux et interministériels. Pensez-vous, par exemple, M. Golo, que quand il y a la nécessité de mettre en œuvre telle ou telle action en matière de justice, en matière de répression, en matière de réinsertion, que le ministère de l'Intérieur se retrouve tout seul avec ses experts et n'associe pas les experts d'autres branches du gouvernement? Les choses se font toujours de manière concertée. Maintenant, l'idée de rassembler tout ça dans des états généraux est un acte politique. Pourquoi pas? Je vous ai dit pourquoi pas. Je transmettrai l'idée à mon collègue. Merci, Monsieur le ministre. Moi, je compléterai un peu ce qu'a dit Eric Molo. Je prendrai l'exemple au sortir de la pandémie. Il y a eu plusieurs rapports qui ont été établis. Je vais donner le cas de la France parce que je n'ai pas beaucoup de recul par rapport au cas du Congo, qui a donné, c'est surtout des sociologues, des psychologues, qui nous ont donné des rapports en disant, voilà, le confinement aura un impact sur telle génération. D'ici 2 ans, on va avoir plus de taux de criminalité. Voilà, le déconfinement a déconfiné des comportements, excusez-moi de la redondance, et j'ai presque envie de dire pourquoi nos sociologues n'ont pas lancé d'alerte sur ce phénomène. Ce n'est pas que des bébés noirs. On est là dans le cas de la délinquance juvénile à grande échelle, que ce soit la prostitution juvénile, que ce soit la criminalité. Et lorsqu'on voit, par exemple, là, sur cette vidéo où on arrête en masse tous ces jeunes, au cas par cas, on a ceux qui sont drogués, qui ne seront pas sevrés, le sevrage va être difficile. Pourquoi ils ne font pas partie de cette boucle? Vous nous en donnerez peut-être plus d'informations par rapport à ça. Pourquoi nos sociologues ne participent pas à ce travail? Bon, écoutez, je l'ai dit tout à l'heure, ces choses se font de manière complexe parce que le phénomène est complexe. Toutes les compétences sont forcément associées. La seule chose, c'est que ça se fait à bas bruit. Si on reprend la proposition de M. Golo qui parle d'états généraux, c'est là que vous verrez émerger à la surface cette collaboration, cette connexité, cette collégialité entre les différentes compétences. Il est clair que nous avons, pour ces phénomènes, tous les intervenants, les psychiatres, psychologues, éventuellement vous parlez des sociologues, ce sont des choses, des phénomènes qui sont largement pris en compte au quotidien. Maintenant, ce n'est pas quelque chose qui s'exhibe forcément dans les médias, ce n'est pas quelque chose qui apparaît parce qu'il n'y a pas une unité de temps et de lieu qui fasse que ces experts se rassemblent sous l'égide du gouvernement de la République. C'est d'où, peut-être pour des raisons politiques et psychologiques, la proposition de M. Golo. Mais c'est un travail qui se fait au quotidien, je peux vous garantir que c'est cela qui se fait. Vous parlez
des phénomènes liés à la Covid. Oui, il y a eu beaucoup de phénomènes au-delà des aspects médicaux, mais toute société qui a été confinée, c'était la première fois de l'histoire du monde quasiment. On a très peu d'exemples dans l'histoire du monde d'un confinement mondial, où pendant un moment de la vie de notre planète, il n'y avait plus de mouvement d'un pays ou d'un continent à l'autre. Il n'y avait même plus de mouvement dans les sociétés domestiques elles-mêmes, d'un point A à un point B. C'est un phénomène extrêmement exceptionnel qui nécessite des études. Mais vous savez, nous sommes dans l'action. Un sociologue, un psychologue peut réfléchir et réfléchit sur ces phénomènes, et nous sommes demandeurs de toutes les conclusions qui sont faites par ces études et qui doivent être transformées en action publique. Voilà, donc je transmettrai, Monsieur Golo, cette proposition, mais je peux dire qu'au quotidien, nous travaillons avec ces compétences-là.